Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Un nouvel espoir se dessine dans la lutte contre le Covid-19. Des scientifiques russes présentent à Conakry le vaccin contre le coronavirus. La Guinée se dit intéressée par le produit une fois la phase de commercialisation entamée. Le président de la République dote le pays d'un dispatching électrique. L'ouvrage a été inauguré ce matin par la ministre de l'Énergie. Il est réalisé grâce à la coopération émiratie. Éducation, bientôt les orientations dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. La plateforme d'orientation Goupol sera ouverte pour les inscriptions à partir du 30 novembre prochain. Le ministère de tutelle apportera des précisions dans cette édition. Bonsoir à tous. Ce journal s'ouvre par ces messages de félicitations adressés au président de la République. D'abord, ce message qui nous arrive du Bénin. Monsieur le Président et chers frères, il m'est agréable à l'occasion de votre brillante réélection à la tête de votre pays, la République de Guinée, de vous présenter au nom du gouvernement du peuple béninois et à mon nom propre mes vives et sincères félicitations ainsi que mes vœux de succès pour ce nouveau mandat. Je saisis l'occasion pour vous renouveler ma disponibilité à œuvrer avec votre gouvernement au renforcement des relations séculaires d'amitié et de coopération qu'entretiennent la République du Bénin et la République de Guinée. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération signée Patrice Talon. Cet autre message nous parvient d'Afrique du Sud. Excellences et chers frères, c'est avec un grand plaisir que je saisis cette occasion pour vous adresser mes vœux au nom du gouvernement et du peuple sud-africain. Mes sincères félicitations pour votre réélection à la présidence de la République de Guinée. Cette élection témoigne de la confiance que le peuple de Guinée place en vous. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour la République de Guinée. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé Matela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Enfin, ce dernier message de Praia, Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous féliciter pour votre réélection aux récentes élections présidentielles qui ont eu lieu dans votre pays et souhaiter beaucoup de succès, de paix et de stabilité pour la République de Guinée durant ce nouveau mandat qui s'annonce. Espérant pouvoir continuer à travailler avec vous en faveur de vos relations bilatérales au niveau régional, veuillez agréer, Excellence, mes salutations les plus distinguées. Signé Georges Carlos de Almeida Fonseca. Le Conseil ordinaire des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi. Plusieurs sujets d'intérêt public étaient à l'ordre du jour. Contexte Covid oblige, la rencontre s'est tenue par visioconférence. Bernard Tombido. Au menu des échanges, le renforcement de la gestion rigoureuse des dépenses publiques, la qualification des services administratifs, le tout en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les débats du Conseil des ministres s'ouvrent par une série d'instructions du président de la République. Le président de la République a donné au département en charge des finances, du plan et du budget des instructions en vue de permettre en décembre prochain le bouclage du programme en cours avec le Fonds monétaire international par une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques afin de réduire de manière drastique le déficit du trésor public vis-à-vis de la Banque centrale. Le chef de l'État a informé le Conseil de sa décision de mettre en place, dans les plus brefs délais, une structure chargée de renforcer le contrôle sur la passation et la gestion des marchés publics, dans l'objectif d'améliorer sensiblement la qualité de la gestion des finances publiques, conformément au mot d'ordre « gouverner autrement », qui, loin d'être un simple slogan, devient un impératif de la nouvelle gouvernance envisagée dans le cadre de la 4e République. Le président de la République a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à identifier les bailleurs de fonds et institutions internationales susceptibles d'accompagner un programme de formation soutenu en faveur des responsables de passation des marchés publics. Le président de la République a instruit le gouvernement d'envisager une mise à jour du code foncier et domanial en vue de l'adapter à l'évolution de notre pays et à veiller en particulier à ce qu'il reflète réellement la politique d'incitation des investisseurs nationaux et étrangers et qu'il contribue à réduire le nombre de conflits domaniaux qui encombrent le rôle de nos tribunaux. Le chef de l'État a demandé aux départements concernés
de veiller à l'importation à temps des engrais et des pesticides pour éviter de mettre en péril la campagne agricole dont la réussite est liée au calendrier de fourniture des intrants agricoles aux paysans. Le président de la République a invité au respect des règles de cession du patrimoine foncier domanial public en insistant particulièrement sur l'interdiction faite aux préfets et maires de procéder à une quelconque aliénation des terrains et bâtiments publics. Le chef de l'État a réitéré la nécessité de procéder à un contrôle minutieux des baux emphytéotiques conclus par l'État avant toute décision de validation ou d'annulation, tout en rappelant la détermination du gouvernement à récupérer tous les biens immobiliers publics issus du contentieux franco-guinéen. Second volet du Conseil des ministres, la communication du Premier ministre. Le chef du gouvernement fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 24 novembre dernier. Autre communication, celle du ministre d'État en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, qui a fait un exposé sur le programme pays entre la Guinée et l'ONUDI. Un programme dont le budget s'élève à hauteur de 22 millions de dollars alloués au développement du secteur industriel. Le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime s'est prononcé sur l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds du secteur de la pêche. Parlant de la déclaration du patrimoine, le ministre de l'Économie et des Finances a présenté le formulaire de la dite déclaration. Il a indiqué que le formulaire résume les renseignements sur l'ensemble des biens et revenus immobiliers et mobiliers, ainsi que des revenus financiers que le déclarant doit fournir pour son compte et celui de ses conjoints et enfants. Le ministre a informé que le formulaire est publié sur le site de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes. Quant à la déclaration initiale et celle de fin de mandat ou de fonction, elles sont publiées au journal officiel de la République. Il a affirmé que la déclaration du patrimoine concerne les autorités ci-après: le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions constitutionnelles, le Premier ministre et les ministres délégués, les secrétaires d'État, les secrétaires généraux ayant rang de ministre, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée et les responsables des régies financières de l'État, y compris les ordonnateurs de recettes et de dépenses, le comptable public effectuant des opérations portant sur un montant annuel supérieur ou égal à un certain seuil fixé par voie réglementaire. Au titre des questions diverses, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil de l'inauguration des nouvelles infrastructures à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry le 2 décembre prochain. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, lui, annonce la ratification par l'Assemblée nationale du texte portant sur la zone industrielle de Fagné dans la préfecture de Forikaria. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République a appris avec une vive indignation par voie de presse un prétendu détournement de deniers publics d'un montant de plus de 200 milliards de francs guinéens dont se serait rendu coupable un membre du gouvernement en place. Une information à sensation qui proviendrait de diverses sources, notamment d'une prétendue commission ad hoc domiciliée au cabinet de M. le Président de la République et chargée de faire la lumière sur les détournements des deniers publics et malversations financières. Il n'existe aucune commission de ce genre à la présidence de la République. Le gouvernement dément formellement un scandale financier impliquant un ministre en fonction. Les allégations sans fondement ni preuve avérée de détournement de deniers publics par les fonctionnaires et agents de l'État sont de nature à ternir l'image, la réputation, la crédibilité et la légitimité de l'institution présidentielle et du gouvernement. De telles conjonctures jettent le doute dans l'opinion et causent un énorme préjudice aux institutions nationales et personnalités publiques. Le gouvernement de la République, afin d'éclairer la lanterne publique et lever tout équivoque à propos des faits allégués, se réserve le droit de saisir à son tour, dans cette affaire montée de toutes pièces, la haute autorité de la communication HAC pour interpeller les professionnels des médias à propos de la diffusion de fausses informations.
La justice pourrait être aussi saisie pour identifier à des fins de poursuite judiciaire toutes les potentielles sources de désinformation. Enfin, Monsieur le Premier ministre rappelle que l'engagement solennel et irréversible de Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé de gouverner autrement, est fondé sur la transparence, la rigueur, la justice et l'éthique dans la conduite et la gestion des affaires publiques, ainsi que sur le respect scrupuleux des lois de la République. Fait à Conakry le 26 novembre 2020, signé Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre chef du gouvernement. Santé et cette bonne nouvelle qui se profile à l'horizon. La Russie présente à Conakry son vaccin contre le coronavirus. Les essais sont bouclés avec un taux de fiabilité très élevé. Bientôt la phase de commercialisation et la Guinée se dit intéressée par le produit. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Au siège de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, des scientifiques russes du Centre de recherche en épidémie et microbiologie de Gamaleya présentent les résultats de leurs travaux. Le développement du vaccin Sputnik V a atteint la phase 3 des essais cliniques. Ils ont déjà administré ça à plus de 13 000 personnes en cours d'essai. Quand tu fais ce total, c'est déjà beaucoup. Et si je vous rappelle, en Guinée, on n'a vacciné que 8 000 personnes contre Ebola et ils sont déjà à 13 000. Donc nous attendons les résultats de ces 13 000 vaccinations et selon eux, les données déjà recueillies nous donnent beaucoup d'espoir que ce vaccin pourra contribuer au contrôle de cette maladie, pas seulement en Guinée ni en Russie, mais dans le monde entier. Si les résultats des derniers tests sont concluants, la Russie pourrait alors entamer l'étape de la commercialisation du produit en vue d'une vaccination de masse. 4 laboratoires pharmaceutiques sont déjà agréés par la Fédération des Russies. Nous suivons de très près cette évolution de vaccins. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de vaccins déjà qui ont été déposés pour homologation au niveau de l'instance de l'Organisation mondiale de la santé, dont ce vaccin-ci. Et c'est avec un grand plaisir que nous pouvons et avons profité donc de la présence de nos experts de la Russie qui ont pu présenter ce vaccin-ci à la Guinée et les étapes par lesquelles ils ont abouti et les résultats auxquels aussi ils sont confrontés au jour d'aujourd'hui. Et cela permet déjà de créer une certaine collaboration avec nos deux États pour que si jamais ce vaccin arrivait à être homologué de façon rapide, comme nous puissions déjà entamer pour la population de Guinée déjà les procédures administratives qui s'imposent. La Guinée qui est touchée par le coronavirus depuis mars dernier avec plus de 12 000 cas confirmés pour 72 décès s'est montrée intéressée par le vaccin russe. Comme avec le virus Ebola, le pays croit fermement que le contrôle de cette pandémie planétaire passera par l'acquisition d'un vaccin. La littérature au service de la lutte contre le coronavirus. Un concours vient d'être bouclé. Les lauréats ont reçu leur prix des mains du Premier ministre chef du gouvernement. Édité par l'Harmattan Guinée, ce livre recueille plusieurs témoignages dans la lutte contre cette maladie. Ousmane Bangoura. 15 récits d'expérience vécus sur le Covid assemblés dans un document de 172 pages pour marquer la contribution du livre dans le combat contre la pandémie. Chacun des textes est produit par un lauréat du concours d'écriture sur le coronavirus. Du choc social aux mesures de lutte en passant par les difficultés traversées par les différentes couches sociales, les témoignages nous font revivre ce qui a caractérisé le passage de cette pandémie en Guinée. Imaginez quand j'ai vu une dame qui était mise en quarantaine parce qu'elle était suspecte à coronavirus. Elle ne pouvait pas être directement en contact avec son bébé qui était là en train de téter. On disait que ce contact pouvait être dangereux pour son enfant. Imaginez un peu cette peine-là d'une maman qui est empêchée de voir son enfant parce qu'elle souffre. Covid-19 témoignage de Guinée est une initiative des éditions l'Harmattan Guinée en partenariat avec le gouvernement et le système des Nations Unies. L'ouvrage littéraire intervient dans le cadre du projet global dénommé le livre au service de la lutte contre la Covid-19. À situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. C'est pourquoi l'ensemble des professionnels du livre, nous nous sommes réunis pour lancer ce concours d'écriture. C'est un moyen pour nous d'accompagner le gouvernement dans son plan de riposte. On parle rarement de l'art, de la culture dans la lutte contre les maladies infectieuses.
Et j'ai trouvé cette démarche, j'ai trouvé ce livre, ces témoignages extrêmement importants et extrêmement touchants, notamment en ce qu'il véhicule un narratif, une histoire. Et l'histoire avec un grand H se construit à partir de ce genre d'histoires qui seront transmises aux générations futures pour mieux comprendre qu'est-ce que l'on a vécu pendant cette crise et comment on a pu y faire face. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État à l'Industrie salue les efforts du chef de l'État qui ont permis d'obtenir les résultats encourageants dans la lutte contre la pandémie, tout en réitérant le soutien du gouvernement à la promotion du livre. Il faudrait rendre hommage au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui dès l'apparition de cette pandémie dans notre pays a pris le taureau par les cornes et a instruit à son gouvernement, dirigé par Dr Ibrahima Kassouri Fofana, de procéder à la riposte qui convient en pareilles circonstances dramatiques. Nous disons bravo à ceux qui ont été sélectionnés à l'issue du concours qui a été organisé et encourageons ceux qui n'ont pas été sélectionnés et qui n'ont pas moins mérité la confiance et l'espoir de la maison Harmattan. En reconnaissance des efforts du chef de l'État et du gouvernement, un trophée est remis au Premier ministre, chef du gouvernement. Les partenaires également sont encouragés. La prochaine étape sera la vulgarisation du contenu du livre en milieu scolaire. Dans l'actualité encore, ce stage organisé à l'intention des cadres de la Direction nationale des impôts, ils se familiarisent avec le nouvel outil de paiement en ligne appelé e-tax. Il s'agit d'une réforme de l'administration fiscale pour dématérialiser le paiement des services. Reportage Mamadi Gassama. Le portail e-tax est une plateforme de paiement à distance appelée télédéclaration. Dans le dispositif, toutes les opérations de déclaration et de paiement des impôts se font en ligne. Quelques mois après le lancement officiel de cette plateforme, les responsables s'activent pour rendre opérationnel ce centre. Il ne s'agit pas de mettre en place un projet. Il faut créer des conditions d'accompagnement pour que le projet puisse être viabilisé, opérationnalisé et puisse atteindre ses objectifs. Et pour cela, il faudra former les contribuables, les assister pour qu'ils puissent procéder à leur adhésion. C'est lorsque nous avons les adhésions que les paiements et les déclarations vont commencer. Un contribuable peut être formé. S'il n'a pas adhéré à la plateforme, il ne pourra pas procéder aux différentes procédures de déclaration et de télépaiement. En attendant la fin des travaux, des séances de formation sont organisées à l'intention du contribuable. Déjà, une soixantaine d'entreprises adhèrent à la plateforme. Une adhésion qui a permis de mobiliser plus de 200 milliards de francs guinéens. Les formations ont commencé depuis 2 mois maintenant et on forme actuellement tous les contribuables pour qu'ils puissent adhérer et créer leur compte en ligne pour être après en toute indépendance pouvoir télédéclarer, télépayer leurs impôts. La rapidité et la simplicité des opérations séduisent déjà plus d'un. Effectivement, nous avons suivi la formation et nous avons compris que ça va beaucoup plus diminuer nos déplacements. Et avec la sécurisation des recettes, je crois que c'est vraiment mieux. Aujourd'hui, grâce au projet e-tax, il nous faut juste peut-être quelques heures pour pouvoir vraiment travailler sur une DMU et sortir un résultat. Le portail e-tax est une plateforme du ministère du Budget. Il est piloté par la Direction nationale des impôts. L'ambition est de rapprocher les contribuables au service de l'État. Ce climat de confiance contribuera à engranger beaucoup plus de recettes au compte du Trésor public. Dans la foulée, Orange Guinée et la PIP signent un contrat de partenariat. Les deux structures vont travailler sur la digitalisation des services de transaction et de paiement. Le protocole d'accord est signé et c'est le début d'une nouvelle phase dans le traitement des dossiers. Al-Gassimouba. Depuis son lancement, Orange Finance Mobile, appelé Orange Money, est un acteur majeur de l'inclusion financière en Guinée. Il accompagne les grandes entreprises, les PME et le secteur informel à travers des solutions adaptées à leur réalité. Aujourd'hui, l'entreprise apporte son aide à l'agence de promotion des investissements privés à travers cette signature de contrat de sponsoring du projet APIP Mobile. L'APIP, c'est une agence de l'État qui participe aujourd'hui
à la facilitation, à la simplification du parcours de création des entreprises en Guinée. C'est une agence qui, dans la démarche dans laquelle il s'inscrit, pour nous, qui s'inscrit dans la logique d'accompagnement des entrepreneurs qui veulent développer leur business en Guinée. Pour nous, accompagner l'État dans la transformation digitale est une de nos priorités. La signature de ce contrat de sponsoring du projet APIP Mobile favorisera la mise à disposition de solutions d'encaissement et de décaissement via Orange Money. Elle permettra aussi d'accompagner des porteurs de projets dans leur transformation digitale. Depuis quelque temps, en fait, on avait pour ambition de digitaliser les paiements à la PIP. Comme vous le savez, nous créons plus de 10 000 entreprises dans l'année et il y a des frais de création d'entreprises qu'il faut payer. Nos clients, naturellement, payent avec le cash. Donc, il était normal que nous digitalisions notre système de paiement. Orange Finance Mobile, appelée Orange Money, est une filiale d'Orange Guinée. La signature de ce contrat avec cette structure étatique APIP est une façon pour la société d'accompagner le gouvernement dans la digitalisation des services de transaction et de paiement. Électricité, en attendant Swapiti, la Guinée se dote d'un centre de dispatching. L'ouvrage est la réalisation d'une promesse du président de la République. Il est financé par la coopération émiratie. Reportage Nabi Kamara. Après 3 ans de travaux, le premier dispatching électrique de notre pays est maintenant fonctionnel. Il a été inauguré par la ministre de l'Énergie et mis à la disposition de l'électricité de Guinée, EDG. La mise à disposition à EDG de ce dispatching national permettra à l'entreprise de passer un palier dans la numéralisation de ces installations. Ainsi, ce centre aura pour objectif de coordonner la gestion optimale du processus de production, de transport de l'énergie, ainsi que de permettre un système interconnecté. Les travaux de cet ouvrage électrique lancé en septembre 2017 par le chef de l'État en personne a porté sur la construction du bâtiment principal et ses annexes, la fourniture et l'installation des équipements, la formation du personnel. Fruit de la coopération entre notre pays et les Émirats arabes unis, la réalisation de ce dispatching s'inscrit dans le cadre des réformes et de la modernisation entreprise par le professeur Alpha Condé depuis 2011 dans le secteur de l'énergie en Guinée. Le dispatching national est le premier dans notre système électrique et vient à temps opportun. Celui de l'intégration du système énergétique guinéen à celui de la CEDEAO, composé des réseaux électriques 225 kV, de l'OMVG, de CLSG, l'INSAN FOMI et Guinée-Mali. Cet immeuble aura encore un rôle prépondérant dans l'électrification de la République de Guinée, surtout en cette période. Donc je suis sûr et certain que, comment dirais-je, l'État de la République de Guinée va gérer ce immeuble en un bon escient. La réalisation de ce dispatching fera bientôt de la Guinée un carrefour d'échange d'énergie entre les pays de la sous-région, notamment le Libéria et la Sierra Leone. Par ailleurs, les travaux de la commission consultative du travail et des lois sociales ont débuté à Conakry. Il est question d'apprécier le contenu de certains textes qui vont régir le monde du travail. Cette commission regroupe les cadres de l'administration, les représentants du patronat et des travailleurs. La synthèse avec Kernos Mandialou. Au cours de cette session de la commission consultative du travail et des lois sociales, représentants des structures syndicales, des employeurs de l'administration publique et privée vont examiner 15 projets de textes réglementaires, dont 12 projets de textes d'application du Code du travail et 3 projets concernant la mise en œuvre effective du Conseil national du dialogue social. Le gouvernement, à travers le ministère du Travail et des lois sociales, veut ainsi combler certains déficits afin de mieux protéger et soutenir les travailleurs à tous les niveaux. C'est la deuxième session à laquelle j'assiste parce que l'année dernière également il y a eu une première. Bon, donc nous sommes heureux au nom des travailleurs d'être là, parce que nous avons vu les textes qui ont été rédigés à cet effet et je pense que nous allons donner notre point de vue. La commission consultative nationale du travail a pour mission d'examiner toutes les préoccupations des employeurs et des travailleurs et permettre aux structures de l'État d'exercer dans les conditions qu'il faut.
Les travaux vont durer 5 jours. Des éléments comme le projet d'arrêté fixant les normes d'infrastructure d'équipement du personnel ainsi que le fonctionnement des services de la médecine du travail vont être étudiés. La commission consultative du travail et des lois sociales est, si vous voulez, la pierre angulaire des activités du ministère. Cette commission permet de voir en profondeur tous les projets de textes possibles afin que la législation en Guinée dans le monde du travail puisse connaître des avancées notables. La commission consultative du travail et des lois sociales va longuement se pencher sur la question du dialogue social, un point important qui va aider à prévenir les troubles sociaux en jetant entre autres les bases solides pour l'opérationnalisation réelle du Conseil national du dialogue social. Éducation, dans 3 jours, la plateforme Goupol sera ouverte au public. Il s'agit d'un outil pour faciliter l'orientation dans les institutions d'enseignement supérieur. L'annonce est faite par le département de tutelle. Francis Collier. Le calendrier universitaire 2020-2021 s'étend du mardi 1er décembre 2020 au jeudi 31 juillet 2021. Au même moment que la Direction générale de l'enseignement supérieur déroule ce calendrier, la plateforme Gupol sera ouverte pour les inscriptions du 31 novembre au 10 décembre 2020 à minuit. Seuls les bacheliers non orientés des sessions 2018, 2019 et 2020 sont concernés. Pour l'accès aux filières d'ingénieurs, les mentions bien et très bien sont exigées. L'accès au programme de la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry se fera par voie de concours dont la date sera fixée ultérieurement. Les frais d'orientation seront payés exclusivement à travers MTN Mobile Money ou Orange Money. Chaque candidat pour être orienté doit formuler obligatoirement 15 choix de programme de formation. Le ministère invite chacun à s'inscrire sur la plateforme Gupol du 30 novembre 2020 au 10 décembre 2020. Pour le démarrage effectif des cours sur toute l'étendue du territoire national, les étudiants, le corps enseignant et le personnel administratif sont invités à se présenter dans les universités le 1er décembre 2020 à 8 heures précises. À Matoto, les formateurs des centres professionnels sortent d'un stage de perfectionnement. Ils prennent des notions de base sur la nouvelle méthodologie appelée approche par compétence, une initiative du département de tutelle pour qualifier la formation. Le point avec Koumara Moussa. Si les formateurs ne sont pas formés, les formés seront déformés. Ce vieil adage semble bien compris par la nouvelle équipe de l'école normale des professeurs de l'enseignement technique et professionnel en PET. D'où la nécessité de mettre à niveau les connaissances pédagogiques de ces formateurs à la nouvelle méthodologie d'apprentissage appelée l'approche par les compétences APC. Il ne s'agit plus d'être dans les 4 murs d'un département ou d'un service pour pouvoir élaborer un programme de formation. Il faut alors aller vers le professionnel, autrement dit les entreprises. C'est aux entreprises de nous dire quels sont leurs besoins en formation. Une fois qu'on a ces besoins, maintenant on traverse un programme de formation. On a besoin de former des formateurs, mais aussi des apprenants également. Parce que l'École nationale des professeurs d'enseignement technique et professionnel joue un rôle moteur. Il faut malheureusement tout ce que l'école là faisait d'antan aujourd'hui en train de perdre ses privilèges. Cette rencontre qui mobilise les formateurs des centres de formation professionnelle des Matoto et des FIA sera essentiellement axée sur la planification des leçons, l'animation des cours et comment évaluer les élèves selon l'APC. La plupart des intervenants sont à leur première participation. Ils espèrent mieux maîtriser l'approche pour révolutionner l'apprentissage. Depuis que nous sommes à Matoto, c'est une première fois pour tout ce beau monde qui est là de suivre une formation en pédagogie. Donc ça c'est une fierté pour nous de voir les autorités actuelles de ce qu'ils sont en train de faire pour la formation des formateurs. La rencontre va durer 15 jours, soit 5 jours par module. L'Agence française de développement AFD, à travers le projet d'amélioration de la formation et d'insertion dans les secteurs agricoles et des mines PAFISAM, soutient le processus.
Objectif affiché, adapter la formation selon les besoins des entreprises. Mais pendant ce temps, les équipements pédagogiques des écoles sont vieillissants, voire même quasi inexistants. Dernier virage de cette édition, c'est parti pour le concours national de dissertation. La compétition ne concerne que les candidats du préuniversitaire. L'initiative est de la banque UBA. Les lauréats pourront bénéficier de plusieurs cadeaux. Reportage Alphaïsia Gaba. Dans la qualification du système éducatif guinéen, certaines institutions bancaires ouvrent leur cœur à l'État. La banque UBA, par exemple, lance le concours national de dissertation. Un concours dont la participation des candidats se fera en ligne. Il concerne tous les élèves du pays. Le concours va durer un mois et les meilleurs seront récompensés. Son lancement s'ouvre par un point de presse. Nous voulons donner l'opportunité aux jeunes élèves guinéens d'avoir la chance d'avoir des bourses d'études qui leur permettront de faciliter l'accès aux études universitaires. Nous allons accueillir les candidatures de tout le pays et les meilleurs seront invités pour une finale au cours de laquelle ils seront récompensés. Donc les finalistes de facto recevront des ordinateurs portables et parmi ces finalistes, les meilleurs recevront des bourses d'études pour poursuivre leurs études dans n'importe quelle université de Guinée. Le sujet à disserter est d'actualité. Il porte essentiellement sur le confinement et le couvre-feu. La démarche de l'institution bancaire vise à créer une émulation entre les élèves et à encourager la qualification du système éducatif guinéen. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de remporter la compétition, de montrer à tout le monde mon pouvoir-faire, mais aussi montrer ma capacité intellectuelle à ceux qui vont suivre et à travers moi, peut-être que d'autres vont se motiver à prendre part à cette compétition. Cette démarche de UBA, concours national de dissertation, est une première dans la pyramide bancaire en Guinée. L'année prochaine, un autre concours se fera à l'intention des élèves. Bonne chance aux candidats. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Bonsoir et à très bientôt.